Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur CAS. Je suis Jérôme Leleu, donc je vais vous présenter CAS, et ce qui tombe bien, c'est que c'est un sujet que je connais très bien, puisque je suis committeur CAS et que je suis architecte du CAS chez SFR depuis 4 ans. Donc là, il y a mon GitHub et mon Twitter. Suivez-moi plutôt sur GitHub parce que je développe plus que je ne tweete. Juste avant d'attaquer le sommaire, je m'étais promis de me poser la question. On va faire un petit sondage. Qui a déjà utilisé un client CAS ou un serveur CAS? D'accord. Donc quelques personnes, à part mes collègues de SFR qui sont venus me soutenir en masse. Donc le sommaire, on va commencer par des généralités, SSO et CAS. On va essayer de mettre le contexte en place. Et après, on va parler des 3 grands éléments qui vont caractériser CAS. Le protocole CAS, le serveur CAS. Donc sur le serveur CAS, je vais détailler les fonctionnalités qu'on peut mettre en œuvre avec le serveur CAS, comment installer un serveur CAS, comment le mettre en œuvre, et son intégration avec d'autres protocoles. Enfin, je vais finir par les clients CAS, donc la 3e partie autour de CAS, et j'attaquerai par un retour d'expérience de CAS chez SFR. Donc je vous ferai pas la picture complète de ce qu'on a pu faire chez SFR avec CAS, parce que ça prendrait très, très longtemps. On va juste se focaliser sur certains éléments qui sont intéressants à connaître et qui pourraient, que vous pourriez rencontrer si vous mettiez CAS en place chez vous. Donc on va commencer par les définitions. Bon, c'est le petit truc rébarbatif, il y a les 2 définitions. Donc je pense que tout le monde a entendu parler, mais je vais réexpliquer ça. Donc un single sign-on, bon, ça vient de l'anglais, ça veut dire s'authentifier une seule fois. Le sous-entendu, c'est s'authentifier une seule fois pour accéder à N ressources protégées. Sinon, on s'authentifie N fois, et à ce moment-là, c'est de l'authentique normale, il n'y a rien de spécial. Donc ça, c'est le concept de single sign-on. Pourquoi on parle beaucoup de single sign-on maintenant? Clairement, il y a plusieurs raisons. Donc la raison, c'est que une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas simplement une seule application web dans une galaxie. Par exemple, quand vous êtes sur le site sfr.fr, il n'y a pas qu'une application web derrière. Il y en a toute une myriade. J'en parlerai tout à la fin. Il y a tout un tas. Et on ne souhaite pas, clairement, pour des raisons d'ergonomie, que le client s'authentifie à chaque fois qu'il va aller dans une application. C'est toujours le même client SFR, et pourtant, on ne va pas lui demander de s'authentifier à chaque fois. Donc le concept de SSO, c'est qu'il va s'authentifier juste une seule fois, et qu'il va pouvoir accéder aux applications, aux différentes applications SFR. Donc ça, c'est le concept, c'est ce qu'il y a autour de l'ergonomie, de la multiplication des applications, et la nécessité de s'authentifier donc juste une seule fois. Après, il y a l'aspect sécurité aussi. Si on a plusieurs applications et qu'elles sont toutes raccordées à un système d'authentification, elles sont toutes porteurs quelque part d'un danger d'être hackées, et qu'on puisse, si on prend la main sur cette application-là, en fait, elles représentent toute une faille de sécurité. Donc, ce qu'on va rajouter comme notion au travers du SSO, c'est la notion de sécuriser les choses en les centralisant. Donc c'est pour ça que je passe du concept single sign-on au système SSO. Mais après, je ne vais pas arrêter de dire SSO, en fait. Il faudra comprendre système SSO. Un système SSO, donc, c'est une authentification unique et centralisée, plus du contrôle d'accès. On passe de « j'ai plein de petites clés pour aller partout » à « j'ai une seule clé ». Alors, quelques généralités sur CAS. Donc CAS, c'est un acronyme de Central Authentication Service. Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire, ils ne sont pas foulés sur le nom. Service d'authentification centralisée. Ça a été créé à Yale en 2001. Donc c'est pour ça que CAS est assez connu pour être un système d'authentification utilisé dans les universités américaines ou dans les universités françaises. Donc c'est assez connu pour ça. C'est plus connu que ce n'est une réalité. C'est vrai que CAS est beaucoup installé dans les universités américaines et aussi françaises, mais aujourd'hui on l'utilise aussi bien dans le domaine commercial, comme par exemple chez SFR. Alors, CAS, c'est un projet open source. Donc open source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a une fondation, la fondation s'appelle JASIG. Il y a une organisation un petit peu à la mode Apache, donc il y a des committeurs dont je fais partie, donc il y a 6 committeurs, et il y a un steering committee qui est un peu le board au sens Apache. On a une communauté avec des mailing lists, user, dev, assez classique. On a un wiki, on a un Jira, enfin ce genre de choses attachées au projet open source, hébergé par la fondation JASIG. Après, Unicon. Alors qu'est-ce que c'est Unicon? Unicon, en fait, c'est une société américaine
qui fait du service autour de CAS, essentiellement, même exclusivement aux États-Unis. Il est important de les mentionner parce que parmi les 6 committeurs qui font primordialement vivre le projet CAS, il y a 3 personnes qui sont d'Unicon. Donc Unicon, faut pas se mentir, hein, derrière tout projet open source, souvent, il y a une entreprise, parce que pas de mystère, il faut des bras pour faire avancer le développement. Donc ça, c'était les généralités. Après, ce que j'avais dit un peu dans le sommaire, autour de CAS, il y a des éléments clés. On a un serveur en Java. Le rôle du serveur, ça va être de valider les logins et les mots de passe. Donc ça, lui, va gérer l'authentification. Quand je dis login, mot de passe, en fait, c'est pour qu'on comprenne bien, c'est totalement réducteur. On peut avoir d'autres méthodes d'authentification, je vais en parler après. Mais là, voilà. Lui, son rôle, c'est de gérer les logins et les mots de passe et valider qu'ils sont corrects. Et attaché à ce serveur CAS, il va y avoir deux notions importantes. Donc il y a la session SSO. Donc ça va représenter votre identité une fois que vous êtes authentifié. Vous avez une identité qui va perdurer à travers toutes les applications protégées auxquelles vous allez aller. Donc ça va être votre session SSO. Ça représente l'identité de la personne authentifiée. CAS TGC, ça va se matérialiser par un cookie qui, dans CAS, s'appelle CAS TGC. C'est CAS, Ticket, Granting, Cookie. Le C pour cookie. Donc ça, c'est la session SSO. C'est elle qui dure tout au long de la session de navigation à travers les applications protégées. Et après, il y a la notion d'accès dans CAS. C'est matérialisé par ce que j'ai mis là, le petit ST. Donc service ticket. Donc à côté, on voit, j'ai mis le serveur CAS, il va être en noir. Vous allez voir dans tous les slides, on va reprendre cette cinématique. Le serveur CAS, il est en noir, et à côté, il y a la page de login. Et le pendant du serveur CAS, donc qui est écrit en Java, ça va être les clients. Les clients qui vont être, eux, pas forcément en Java, qui vont être dans toutes les technologies. Enfin, on n'a pas forcément toutes les technologies, mais il y a un certain nombre de technologies qui vont être embarquées dans vos applications. Et donc qui vont être embarqués dans les applications pour les protéger. Et c'est là que va rentrer la notion d'accès fourni par le serveur CAS, le fameux service ticket dont j'ai parlé au-dessus. Et pour que les deux puissent dialoguer, c'est-à-dire que le serveur et le client puissent fonctionner ensemble, il y a un protocole, on appelle le protocole CAS. Donc là, vous retrouvez le sommaire en fait, mais on le reprend un peu dans l'autre sens. Protocole, serveur, client. Protocole public, donc il n'est pas standardisé particulièrement par un organisme, mais public c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste dans le slide suivant. Alors, protocole CAS, la cinématique. Donc c'est là qu'on va voir comment, entre les différents acteurs, donc le serveur CAS en bas, le navigateur, donc vous qui allez naviguer, et le site web auquel vous voulez accéder, le site web qui va être protégé par le petit client CAS, qu'on voit, c'est le policier. On va voir comment tous ces éléments interagissent, et ça va être le protocole CAS, au travers du protocole CAS. Donc l'étape numéro 1, c'est on essaie d'accéder à une ressource protégée. Donc là on estime, alors je mets 1, c'est la numérotation, c'est quelle étape on est, et après c'est l'URL, /app/protected, on estime que cette URL dans l'application est protégée. Donc ce qui se passe, c'est que le client CAS embarqué dans l'application se déclenche, et dit attention, je n'ai pas de session de sécurité, je connais personne, donc on cherche à accéder à une ressource protégée, ça c'est pas possible, je vais solliciter le serveur CAS. Donc là, redirection, donc là c'est HTTP 302, vers le serveur CAS, donc là j'ai mis une URL en CAS login, donc ça serait le domaine du serveur CAS /CAS/login, avec le paramètre service égale app, donc là je vais revenir après sur ce détail du service app, mais le service va matérialiser quelle est l'application qui demande au serveur CAS de pouvoir s'authentifier. Une fois qu'on arrive sur le serveur CAS, pas de chance non plus, le serveur CAS ne connaît pas la personne. Le serveur CAS n'a pas ce fameux cookie CAS TGC, mais je vais en parler après, qui trace quelle est la personne. Le serveur CAS ne connaît personne. Donc le serveur CAS répond à une page de login. Il faut s'authentifier. Là, l'utilisateur depuis son navigateur va saisir ses logins mots de passe. Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Et là, le serveur CAS va dire, bon voilà, il va valider les logins mots de passe, donc on part du principe que ça sera une authentification réussie. Il va valider les logins mots de passe, et avec ces logins mots de passe, il va dire, bon, la personne est authentifiée, donc je vais lui créer une identité. Ce fameux CAS TGC, le cookie dont je parlais, le cookie, et je vais renvoyer vers l'application, donc l'URL /app/, donc qui correspond exactement au paramètre service fourni en entrée. On a demandé à s'authentifier pour une application, le serveur CAS nous a authentifié, donc il crée bien l'identité SSO. Et donc, en plus, il renvoie vers l'application en rajoutant un paramètre ST, qui est un paramètre qui matérialise un accès.
Autrement dit, le client, je l'ai authentifié et je vais donner le droit d'accéder à l'application pour ce client. Donc ce service ticket, c'est encore un HTTP 302 jusqu'à l'application. Là, le client CAS, lui, a de l'intelligence, il voit qu'il y a un ticket, il dit tiens, voilà un ticket, ah, on a dû passer par le serveur CAS, est-ce que c'est un accès valide? Il prend ce service ticket, il prend le service et il appelle le serveur CAS en lui disant voilà, j'ai ce service ticket, est-ce que c'est bien un service ticket valide, est-ce que ça représente quelqu'un? Et le serveur CAS répond oui, c'est bien la personne. Donc enfin, il faut imaginer que ce petit bonhomme blond tout en vert, en fait, c'est celui qui est au niveau du navigateur. C'est celui qui surfe. Donc là, l'étape 7, c'est on renvoie l'identité du serveur CAS au client CAS. Et on se trouve ainsi authentifié aussi bien au niveau du serveur CAS qu'au niveau de l'application. Donc ça donne quoi en fait? Parce que ça, c'est la cinématique numéro 1. Ce qui est intéressant, c'est de le voir, deuxième étape. Donc si on essaie d'appeler une nouvelle page protégée sur l'application web, qu'est-ce qui va se passer? Le client CAS, comme la personne a déjà été authentifiée, c'est dans la session web, on va garder la personne authentifiée. Donc la deuxième fois, si on accède à la même application, on accède directement. On ne repasse pas par le serveur CAS. Si on accède à une autre application, donc cette fois, on est avec un client CAS qui ne connaît pas l'identité. Donc là, c'est pas ce site web là, c'est un autre site web. À ce moment-là, ce qui se passe, on repart bien vers le serveur CAS, mais là, le serveur CAS, lui, a déjà posé un cookie CAS TGC. Donc à un instant T, il a déjà donné une session SSO. Cette session SSO, il va s'en servir. Donc cette fois, il ne demandera plus à la personne de s'authentifier. Donc on sautera l'étape 3 et l'étape 4 et on repartira déjà directement vers une étape 5, vers un nouveau service, donc la fameuse application 2, avec un nouveau service ticket qui a un droit d'accès que l'application 2 validera auprès du serveur CAS. Donc ça c'est la cinématique, c'est la base du protocole CAS. J'avais dit que je parlerais du service. Donc dans le service, j'ai mis une espèce d'URL. Donc là, en effet, dans le service, on attend une URL qui représente l'application et qui est l'URL sur laquelle on va retourner après authentification. Donc soit ça va être une URL fixe, après le comportement va dépendre des clients. Soit c'est une URL fixe et c'est le client qui va avoir mémorisé l'URL qu'on lui a demandé initialement et qui va dire par contre envoie-moi sur une URL que je connais moi et je me débrouillerai pour restaurer l'URL. Soit le service qu'on va passer, l'URL du service qu'on va passer va être une URL qui sera variable suivant la page protégée. Donc ça va dépendre des clients CAS et d'un comportement. Je parle des clients CAS plutôt vers la fin. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on passe peu par le serveur CAS en fait. Si vous imaginez que vous avez 200 requêtes qui arrivent sur votre site web, et que vous n'étiez pas authentifié, vous êtes passé une fois par votre serveur CAS. Vous avez validé une fois votre identité auprès du serveur CAS. Ça, c'est un élément important parce que ça va nous parler de scalabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut, parce que là, on va juste focaliser dans cette présentation sur CAS, qui est un SSO. Il y en a d'autres, des SSO, et il y a d'autres façons de fonctionner. Là, une des forces qu'on voit à travers ce protocole, c'est clairement, on passe une fois par le serveur CAS. Et après, on est autonome dans son application. Et le client qu'on a, le client, c'est le client dans son application, donc un client qu'on maîtrise. Donc l'avantage, comme on sollicite peu le serveur CAS, on peut scaler très fortement. En outre, comme le client CAS, il est embarqué dans l'application, on est dans un mode où la sécurité va être livrée en une fois. C'est-à-dire si vous aviez un élément séparé pour protéger votre application, vous vous retrouveriez à livrer cet élément séparé, puis votre application. Là, le client CAS, il est dans l'application. Donc on va avoir un client CAS qui est livré en même temps que l'application. La sécurité est complète dans l'application. Donc c'est une approche qui doit plus vous parler, vous, développeurs, qui paraît moins à des ops qui seraient tentés d'installer un énième RPM avec une batterie de reverse proxy en front. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement du protocole. Donc là, le service, on a besoin de le définir quelque part, parce que c'est un vrai enjeu de sécurité. C'est-à-dire que ce service, on ne peut pas passer n'importe quelle URL. Parce que sinon, moi je passe mon service, enfin mon hackers.com, et puis vous authentifiez sur un site, et puis vous repartez sur hackers.com. Ça, c'est pas possible. Donc il y a un back-office dans CAS, qui est livré par défaut, et qui permet de définir les services. Là, c'est ce qu'on voit dans ce que j'ai entouré le petit rond rouge. Donc soit vous définissez une URL précise, soit vous définissez un pattern. Donc là, on a une regex, mais ça pourrait être un pattern ant. Et ça dit, je n'accepterai
pour les applications qui me demandent de m'authentifier que celles qui ont ce service, en termes d'URL. Ça, c'est un élément de sécurité fort. Et c'est à peu près la seule configuration qu'on aura à faire au niveau du back-office. Donc je ne parle pas des autres éléments, parce que sinon, je vais déborder sur le temps. Donc protocole CAS, il y a encore d'autres choses à dire qui sont importantes. Donc il y a deux éléments. Donc cette URL CAS login où on passe un paramètre service, on peut l'enrichir de renew et gateway. Renew, c'est pour forcer l'authentification. C'est-à-dire que si on passe ce paramètre renew, quand bien même on serait déjà authentifié, eh ben malheureusement on retournera sur le serveur CAS en demandant à s'authentifier quand même. Alors que normalement, la cinématique et le serveur CAS affichera une page login, alors que normalement, le serveur CAS aurait dû simplement répondre « je le connais, je lui donne un accès ». Là, on sera forcé de s'authentifier. Gateway, c'est essayer l'authentification. Alors essayer, c'est un peu pervers comme terme. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie de s'authentifier, donc c'est-à-dire qu'on essaie d'accéder à notre application, on repart sur le serveur CAS, et si on n'est pas connu du serveur CAS, on n'affiche pas de page de login. On revient sur l'application, sans ticket d'accès. Voilà, ça permet d'avoir des cinématiques un petit peu intéressantes. Par exemple, si vous êtes sur la home page SFR, vous voyez que si vous êtes authentifié, on vous met bonjour Jérôme. Si vous n'êtes pas authentifié, on vous met rien. Bah, quelque part, c'est qu'on a fait du gateway. On a essayé l'authentification. Et si vous n'étiez pas authentifié, bah tant pis. Et c'est là qu'on vous met la page en mode anonyme. Après, il y a la proxification CAS. Donc ça, c'est un concept qui est assez intéressant. Proxification, ça marche comme la proxification de requêtes HTTP, par exemple. C'est un concept que j'ai pas vu dans d'autres protocoles. Donc à mon avis, c'est vraiment à noter. Donc là, l'idée, ça va être, on va avoir un premier site web qui est une IHM pour lequel on va pouvoir demander la page de login. Et puis, on va avoir l'exemple d'un back-end, d'un web service, REST-JSON, où cette fois, on va pas avoir de page de login. Et pourtant, les deux, on va vouloir utiliser l'identité de la personne pour les interroger. Donc en fait, on va proxifier, c'est ça le concept, on va proxifier depuis l'application l'identité SSO vers le web service REST. Donc là, je vous ai mis les petits éléments. Donc on a le cookie que j'ai appelé CAS-TGC. Son autre nom dans l'univers CAS, c'est TGT. Donc ce TGT, donc on a pris un service ticket, donc c'est l'accès. Et là, on arrive dans l'application. Et là, donc en fait, j'ai pas détaillé la cinématique parce que vous auriez eu très mal à la tête. Donc il y a une cinématique un peu plus évoluée qui va permettre auprès du serveur CAS de récupérer un PGT qui est l'équivalent du cookie, mais cette fois c'est pas un cookie en fait. Il est porté dans l'application, il représente une identité SSO dans l'application. Et grâce à ce PGT, on va récupérer un proxy ticket qui lui va permettre d'interroger le web service derrière. Donc en fait, on transforme une entité qu'on a sous forme de cookie CAS, donc l'identité SSO, on la transforme en une identité qui est utilisable dans l'application et qui va permettre de requêter un autre service CAS qui lui est protégé par CAS, mais ne pourrait pas afficher de page de login par exemple. Donc maintenant qu'on a parlé du protocole, on va parler du serveur. Donc un des éléments importants du serveur CAS, c'est l'authentification. C'est la chose qu'on souhaite faire, c'est s'authentifier. Valider son login mot de passe par exemple. Donc on va pouvoir le faire contre un certain nombre de mécanismes. Donc il y a le LDAP, il y a la base de données, enfin je ne vais pas tous vous les lire, vous êtes capable de lire tout seul. On arrive sur des choses un peu plus évoluées avec du certificat ou un peu plus bas niveau, avec du SPNEGO. On peut faire pas mal de choses. Je dirais que 50% du temps, ça va vous suffire. Les autres 50% du temps, si par exemple vous aviez décidé d'authentifier vos utilisateurs sur leur adresse IP par exemple, bah ça c'est pas prévu out of the box, à ce moment-là, il vous faudrait créer votre propre méthode d'authentification. Donc c'est ce que je liste en dernier point. On peut créer sa méthode d'authentification dans CAS et c'est assez simple. Il suffit de faire une classe et la configuration XML qui va avec. Il y a le stockage des tickets. Il y a un enjeu important sur le stockage des tickets. Je vais en parler après quand je parlerai des perfs chez SFR. C'est qu'on va stocker beaucoup de tickets. On va stocker les identités SSO, puis à chaque fois qu'on va accéder à une application, on va stocker les accès, donc les fameux services tickets. Donc ça peut tout de suite faire du volume. Donc ça qu'on a besoin de pouvoir les stocker dans différents back-ends suivant les volumétries rencontrées. Donc on peut les stocker en mémoire, ça c'est du test. On peut les stocker en base de données. Dans JBoss Cache, pour ceux qui veulent utiliser ça, il y a du Hcache et il y a du Memcached. Et tout à la fin, je vous parlerai de ça plus précisément. On s'est logué, donc maintenant il faut pouvoir se déloguer.
Mais on ne va pas se déloguer d'une application. C'est que c'est pas, on s'est logué sur toutes les applications à la fois à travers le serveur CAS. On a initié une session SSO et à chaque fois qu'on va aller dans une application, on va pouvoir être authentifié dans cette application. Donc on a besoin de se déloguer de toutes les applications à la fois. Donc le serveur CAS offre un mécanisme de logout. On appelle ça SLO, comme Single Logout. La façon dont ça va fonctionner, attention à l'animation, on va requêter le serveur CAS en lui disant « je souhaite me déloguer ». Donc je souhaite que tu termines ma session SSO. Pas une session d'une application, hein, la session SSO de manière globale. C'est ça qu'on lui demande au serveur CAS. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'après, il va les contacter. Donc là, il va récupérer le fameux cookie CAS TGC qui porte notre identité et pour lequel, à chaque fois qu'on a accédé à une application, les fameux services tickets, il a gardé pour ce cookie CAS TGC, il a dit « Ah, il a voulu accéder à telle application, je note, cette identité SSO a accédé à telle application. » Donc, au moment où on demande à se déloguer, le serveur CAS, directement, il contacte toutes les applications et il leur dit « Attention, la session SSO est terminée pour cette personne. » Donc voilà, c'est la requête qu'on voit là. C'est une requête un peu au format SAML parce que il y a un certain nombre de committeurs qui sont très SAML dans CAS. Donc c'est au format SAML et SAML a toute une partie de sa norme qui parle de SLO. Donc là, c'est une requête au format SAML. À la limite, on s'en fiche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le serveur CAS appelle une application et lui demande de déloguer la personne. Le problème, c'est qu'il y a un souci. Naturellement, la session, elle est portée, pour les applications, elle est portée par un cookie. On va prendre l'exemple du JSessionID. Vous avez votre cookie qui représente votre session web. Quand vous partez du serveur CAS, évidemment, lui, le serveur CAS, il n'a pas ce cookie. Votre session SSO, elle est perdue à ce niveau. Votre session applicative, votre web session, elle n'est pas connue du serveur CAS. Donc le serveur CAS, ce qu'il fait, c'est quand il demande à se déloguer au serveur applicatif, il lui dit « Rappelle-toi, tu dois te déloguer pour la session applicative que tu as créée liée au service ticket. » C'est le petit service ticket en bleu là qu'on voit apparaître. Et à ce moment-là, l'application se dit « Ah oui, j'avais bien créé telle session pour tel service ticket, je détruis celle-là. » C'est la dernière étape. Donc ça pose un petit souci si on fait du clustering applicatif, parce qu'en effet, si on a deux applications et que c'est ce fameux cookie JSessionID qui matérialise la session web et qui nous permet de savoir sur quel applicatif on a surfé, on a le souci que le serveur CAS, lui, quand il se délogue, il risque d'appeler le mauvais serveur. Donc là, il y a une chose qui est en train d'être faite pour la version courante du serveur CAS. Donc je l'ai sûrement pas dit, mais la version actuelle, c'est la 3.5.2 du serveur CAS. Celle qui est en cours de développement, c'est la 4.0. Et sur la 4.0, il y aura de quoi gérer cette problématique autour du clustering applicatif. D'autres fonctionnalités sur le serveur CAS. Alors là, oui, j'ai été obligé d'élaguer parce que j'avais que 50 minutes. Donc il y a une API REST. Pour ceux qui voudraient faire un client en Swing et utiliser login mot de passe dans leur client en Swing, il y a moyen, via une API REST, de récupérer l'équivalent du cookie CAS TGC qu'on a vu qui s'appelait TGT, donc une identité SSO, puis de demander aussi des services tickets d'accès aux applications. Donc c'est typique typiquement j'ai un back-end, donc un web service en JSON REST, qui est protégé par CAS. J'ai mon application Swing, je saisis mon login mot de passe, j'appelle le serveur CAS sur son API REST, il me crée une identité SSO, je le rappelle en lui disant que je voudrais accéder à mon web service REST, il me crée un service ticket. Et après je requête mon web service REST avec ce service ticket. Et je récupère les données en JSON et je les affiche dans mon application Swing. Donc ça c'est typiquement une cinématique possible avec l'API REST. Le Remember Me, donc ça, c'est le concept de se rappeler de moi. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes client SFR, vous l'avez vu, mais je pense que dans plein d'autres, sur tous les autres sites, on a à peu près ça. C'est que même quand souvent sur un acte, on a besoin de s'authentifier. C'est-à-dire que vous avez besoin d'acheter sur Amazon, vous avez besoin d'accéder à votre espace client chez SFR, vous allez saisir votre login mot de passe, parce que c'est un acte fort, on a besoin de s'authentifier. Sur la page de login SFR, il y a une petite case à cocher qui est se rappeler de moi. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un cookie qui va être posé. Quand vous allez fermer votre navigateur et que vous allez réouvrir, on va encore vous reconnaître. Alors que normalement, votre session SSO, elle est terminée. Le saisie du login mot de passe, la durée de vie du cookie CAS TGC n'était que pour la session web courante. Donc quand vous fermez votre navigateur, c'est terminé.
Donc à partir de ce moment-là, en fait, on est ce qu'on appelle en mode Remember Me. Quand on a rouvert son navigateur et qu'on est quand même reconnu, on va dire qu'on est identifié, on n'est plus authentifié. À ce moment-là, on est en mode Remember Me et Cass le supporte par défaut. Dans Cass, il y a de l'audit. Donc ça, c'est une vraie problématique, en effet. Qui s'authentifie, depuis quelle IP, donc à quelle heure, accéder à quelle application. Voilà, c'est ce genre de choses, et ça c'est out of the box avec Cass. Par défaut, on peut loguer tous ces éléments, donc soit dans un fichier, mais il y a d'autres endroits où on peut mettre toutes ces problématiques d'audit qui sont quand même cruciales pour un serveur d'authentification. On a du monitoring aussi, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'URL qui vont nous permettre de suivre la vie du serveur Cass. C'est-à-dire sur un certain nombre d'URL, en fait, on va avoir des graphes que vous pourriez avoir avec n'importe quel outil de monitoring, le nombre de services tickets créés, le nombre de tickets de granting tickets créés, tous ces éléments, la mémoire utilisée, voilà. Donc ça permet de suivre par défaut son serveur Cass, son comportement. Donc voilà, donc ça j'ai parlé des fonctionnalités. Maintenant, si on va parler de la mise en place du serveur Cass, parce que quand même l'objectif, c'est une fois que vous avez compris comment ça marche, le serveur Cass, une fois que vous êtes convaincu qu'il faut l'utiliser, il faut pouvoir le mettre en place. Donc les composants techniques, c'est tout simple. On a une web app, le serveur Cass c'est une web app, voilà. Vous pouvez l'utiliser par défaut, ça va marcher. C'est pareil, ça va pas être réglé comme vous le souhaitez, bien sûr, mais vous pouvez l'utiliser par défaut, c'est une web app. Et il y a N librairies optionnelles, donc là c'est des jars que vous allez rajouter suivant ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez faire d'autant LDAP, vous rajouterez un jar qui s'appelle Cass Server Support LDAP. Voilà, pas besoin de, il n'y a aucune complexité par rapport à ça. Le serveur Cass est basé très très fortement sur Spring. Donc pour la tuyauterie, il y a du Core, il y a du Spring Security et il y a du MVC. Donc ça c'est pour toute la tuyauterie du serveur Cass. Et il y a quelque chose qu'on voit moins souvent, qui est Spring Webflow. Donc Webflow, c'est une cinématique c'est un arbre avec des décisions, des actions. Et en fait le comportement du Cass, il est décrit par ça. C'est quand vous arrivez sur le Cass, il y a un vrai arbre de décision où le Cass il dit est-ce que vous avez le cookie Cass TGC? Ah bah non, je fais ça. À ce moment-là, je fais ça. Sinon, je fais ça. Et ainsi de suite, et on arrive par exemple sur la page de login où on arrive sur renvoyer vers l'application avec un service ticket. Donc toute l'intelligence, elle est dans ce fichier login-webflow.xml. Après, si vous deviez retenir qu'une seule classe, c'est Central Authentication Service Impl. C'est là où l'essentiel du protocole est codé. Vous n'êtes pas obligé de commencer par là, mais si vous deviez regarder ce qui se passe dans les tréfonds du Cass, il est possible que ça soit la classe la plus intéressante. Donc la mise en place, je viens de le dire juste avant, c'est une web app. Donc si on veut le faire, si on veut faire son propre serveur Cass, il suffit de faire un overlay Maven sur lequel on va bâtir son propre WAR, son propre serveur Cass, sur le serveur Cass qui est par défaut. Et après on va rajouter, alors c'est les petits plus là, avec les petites tasses de café jar, on va rajouter tous les jars qui nous intéressent avec la configuration qui va bien. On le voit, c'est une approche très très dev. J'en avais parlé pour les clients qui sont embarqués dans les applications. Là encore, la mise en place du serveur Cass, c'est quelque chose qui est très très dev. Pas de RPM à installer. Une web app bâtie sur un overlay Maven. Au niveau des configurations, donc je vous ai mis un certain nombre de fichiers. Vous les relirez à tête reposée. C'est des fichiers importants qui vont permettre de régler le timeout, régler où on stocke ses tickets, régler les méthodes d'authentification utilisées, ainsi qu'un certain nombre de propriétés du serveur Cass. Donc si vous avez bien travaillé, quand vous lancez votre propre serveur Cass, vous devez voir cette page de login s'afficher. Bon là, vous avez vu qu'on n'a pas mis tout notre argent dans le design, c'est clair. C'est pas important, puisque réellement, ce que vous voudrez, c'est avoir ça. Je vais en parler, des pages de login tout à la fin. Là, juste deux remarques. En fait, on voit que c'est internationalisé. On peut choisir tout un tas de langues. Et il y a une histoire là, je suis sur mon poste de dev. En fait, c'est une copie d'écran de mon poste de dev. On voit qu'il y a un warning, non-secure connection. En effet, la sécurité repose aussi sur le fait qu'on utilise HTTPS. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va customiser. Les protocoles. Alors, pourquoi je parle de OAuth, SAML et OpenID? Il y a un maître mot, c'est interopérabilité. En fait, le serveur Cass, il va jamais exister tout seul. Ça c'est assez évident. Vous allez vouloir vous interfacer avec d'autres choses. Donc vous allez avoir besoin d'être capable de communiquer avec d'autres protocoles. Alors il fut un temps où tout le monde voulait faire de l'OpenID.
c'est un petit peu mort. Aujourd'hui, par contre, tout le monde veut faire du OAuth. Ça, c'est clair. Si vous voulez parler à Facebook, vous voulez parler à Twitter, vous allez faire du OAuth. Et il y a SAML qui se maintient un peu dans le temps. Donc les protocoles. Alors, ils font pas tous la même chose. Ils n'adressent pas tous les mêmes problématiques. OpenID, c'est orienté SSO. Hein, c'est pour s'authentifier. On a OAuth, pour lequel on s'authentifie aussi, mais qui est un protocole qui est orienté autorisation. On veut accéder à des ressources. Clairement, l'objectif principal, c'est pas de s'authentifier, l'authentification au service de l'autorisation. Et on a aussi SAML, qui est un protocole qui permet de faire de l'authentification, mais qui permet aussi de faire de la fédération d'identité. Donc ça, pour dire ça en une phrase, si vous avez toute une galaxie de clients CAS qui parlent avec un serveur CAS, ça constitue une espèce d'organisation. Vous pouvez en avoir deux organisations. Si vous faites du SAML, en fait, vous allez pouvoir, sur une application qui est protégée par un CAS, aller utiliser un autre serveur CAS de l'autre organisation. Ça va être le concept de fédération d'identité. Enfin, son identité ne va pas être dans une seule organisation avec son propre serveur CAS. Donc ça ne sera pas forcément un serveur CAS, ça sera un serveur SAML. On pourra utiliser un serveur SAML dans une autre organisation. Donc ça, c'est le concept de fédération d'identité. Donc c'est utilisé pour certains besoins. Donc le serveur CAS a besoin de se raccorder à ça. Donc si je dois faire un focus, donc le serveur CAS, les différents supports qu'il peut avoir. Donc support client, c'est le serveur CAS se comporte comme un client pour le protocole. Et le support serveur, c'est le serveur CAS se comporte comme un serveur dans ce protocole. Donc je vais prendre l'exemple du support client sur OAuth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur CAS, il se comporte comme un client OAuth. Donc un client OAuth, en fait, il va demander une autorisation sur Facebook, sur Twitter, sur Google. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez avoir votre page de login CAS, celle que je vous ai montrée un petit peu avant, et sous le pavé habituel où on peut saisir son login mot de passe qui permet de s'authentifier sur le serveur CAS, configuré avec les méthodes d'authentification que j'ai expliquées avant, et bien vous allez avoir s'authentifier avec Facebook. Donc ça, en effet, ça correspond à un certain nombre de configurations qu'il faut faire et l'inclusion du bon genre, mais ça va être le support client du protocole OAuth, être capable de s'authentifier sur un provider OAuth comme Google, comme Twitter, comme Facebook. Donc ça, j'en parle parce que la partie support de OAuth dans CAS, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est un truc que je connais vraiment bien. Sur la partie serveur, une chose qui est intéressante, c'est le support de SAML. Donc je vous ai dit, deux organisations. Donc SAML, ça permet en gros d'aller s'authentifier sur un serveur à l'extérieur de son organisation. Mais ça, il faut être capable de parler le SAML. Et le CAS, il parle que le CAS. Donc un produit open source qui parle très bien le SAML s'appelle Shibboleth. Lui, il parle très très bien le SAML. Donc là, le support serveur, c'est être capable d'avoir un serveur CAS qui parle le SAML. Donc il existe un bridge qui permet d'utiliser le serveur CAS comme méthode d'authentification du serveur Shibboleth. Et à ce moment-là, une fois qu'on s'authentifie sur le serveur Shibboleth, en fait, on s'authentifie sur le serveur CAS et on se retrouve authentifié à la fois et SAML et CAS. Et ça permet de s'authentifier donc sur d'autres serveurs SAML et après de protéger cette application soit par des clients CAS, puisqu'on est authentifié CAS, soit par des clients, c'est pas comme ça qu'on dit, mais soit par des clients SAML, puisqu'on est authentifié SAML aussi. Alors, protocole, serveur et client. Donc là, en effet, on a vu les trois parties, les trois éléments qui caractérisent CAS. Donc on a besoin de mettre des clients dans l'application. Le client qui va parler avec le serveur. Donc les clients officiels, il y en a un en Java, un en .NET, un en PHP. Donc c'est censé adresser les langages mainstream. On a un mode CAS. Donc là, c'est un module Apache. On a Spring Security, quand même assez utilisé comme librairie de sécurité. On a Apache Shiro, donc il y a une librairie de sécurité Apache aussi, qui est moins connue. Donc c'est moi qui ai fait le développement pour l'intégration avec CAS. Donc avec ces clients-là, donc ceux-là sont officiels au sens supportés par la communauté, mis à jour, ils vivent, il y a plusieurs contributeurs dessus. Avec ces clients-là, on les met dans l'application et on va être capable de protéger son application et de la faire interagir dans le SSO porté par le serveur CAS. Donc c'est pour ça qu'ils sont approved. Après, il y a les clients non officiels, parce qu'en effet, vous pouvez me dire, là c'est un peu limité en termes de techno. Moi j'ai envie de faire du Ruby ou autre chose. Il existe un grand nombre de clients CAS. L'avantage du protocole CAS, c'est qu'un protocole qui est simple, donc comme il est facile à débugger, il est facile à comprendre et il est facile à implémenter.
Donc là, il y a d'autres implémentations, donc il y a du Perl, du Python, Ruby. J'ai jamais utilisé ceux-là, mais ils existent. Et il y a encore plus fort, puisque chacun peut développer un peu son client CAS. On a du ColdFusion, du GWT, du client CAS pour Vadin. Voilà, faites-vous plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'URL, en fait, pour que vous avez la liste comme ça de tous les clients CAS qui existent. Pas tous officiels, mais vous avez quand même un point de démarrage. Et pour Play Framework, on ne pouvait pas laisser Play Framework sans client CAS, ça n'aurait pas été bien de la part du committeur français. Donc j'ai développé pour Play Framework un client CAS, donc qui va marcher en Java dans ce cas-là, Play Framework 2.0 et 2.1. Il faut utiliser deux librairies, Playpack4j et Pack4j CAS. Il y a la doc, je vous l'ai dit, allez voir mon GitHub plus que mon Twitter. Alors voilà, oui, j'ai pris un exemple sur la simplicité du client CAS Java. Oui, je voulais revenir là-dessus parce qu'on se dit, tiens, le client CAS, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça va tout me bousiller dans mon application. Non, en fait, non. Voilà, on a un exemple du client CAS Java standard, un extrait du web.xml. Donc il y a deux filtres à mettre. Pas très compliqué. Le premier filtre protège l'application et renvoie sur le serveur CAS. Rappelez-vous la cinématique qu'on a vue autour du protocole CAS. Donc on essaie d'accéder à l'application, on est renvoyé sur le serveur. Et le deuxième, on valide les tickets reçus par le serveur CAS, les tickets d'accès à l'application. Donc ça c'est vraiment un exemple. On pourrait avoir la même tambouille en Spring Security ou en Chiro. Mais cet exemple est assez parlant, il montre bien la simplicité de mise en place. Alors ça, c'est bien pour une nouvelle application. C'est vrai que si vous faites une nouvelle application, vous allez chercher le bon client, et puis c'est parti. Si vous avez déjà un produit, c'est tout le problème. Comment vous allez faire si vous avez déjà un produit qui existe et que vous voulez le classifier? Donc là, il y a déjà un certain nombre de gens qui ont rencontré la même problématique que vous, soyez rassurés. Donc il y a un certain nombre de produits, j'aurais dû mettre les guillemets sur produits aussi, qui sont déjà classifiés. Donc là, il y a toute une méthodologie, l'utilisation d'un client CAS qui soit en Java, en .NET. Enfin, suivant les produits, il y a une procédure d'install. Et à ce moment-là, ces produits vont être classifiés, donc ils vont pouvoir participer dans le SSO CAS. Donc j'ai listé un certain nombre d'entre eux. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et après, tout en bas, je vous ai mis, c'est un peu le dernier espoir en fait. C'est si vous ne pouvez pas classifier votre application en mettant un client CAS dans votre application. À ce moment-là, il vous reste toujours l'option de mettre un client CAS devant votre application. Donc soit dans votre Tomcat, par exemple, il y a quelque chose pour JBoss aussi, soit dans votre Apache. Donc là, il y a deux modules. Il y a Hotcas qui est un module en Perl, et il y a Mod Hotcas dont j'avais déjà parlé, qui est un module Apache. Donc là, on a fait le tour de CAS dans l'absolu. Normalement, vous avez bien compris, protocole, serveur, client, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout ça. Je vais vous parler de ce qu'on a fait chez SFR. Donc là, j'ai mis plus grosse installation en France. Ouais, c'était un titre politiquement correct. Au début, je voulais mettre on n'est pas des Mickey chez SFR avec CAS, mais je voulais rester raisonnable. Les clients ne le savent pas toujours. Derrière le site SFR, il y a énormément de services. Donc, qui dit énormément de services, en fait, dit énormément d'applications web. En fait, on a plus de 200 sur le site sfr.fr. Il y a plus de 200, en fait, vous vous rendez pas compte quand vous allez surfer, vous allez voir votre facture, renouveler votre mobile, régler vos options. Bon, en fait, si vous faisiez tout le parcours complet, vous auriez surfé sur plus de 200 applications. SFR, c'est le 16e site français. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est alexa.com qui le dit. Donc, on a pas mal de trafic et on a aussi une particularité, c'est que les gens sont majoritairement authentifiés ou identifiés, concept de Remember Me dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les 2 tiers en fait. Avec ça, ça nous fait une grosse volumétrie. Donc on a 11 millions d'authentifications, identifications par jour. Voilà, c'était pour les chiffres, pour qu'on se rende compte. Alors moi, ça nous fait aussi 600 requêtes par seconde en pic sur nos 3 serveurs. Enfin, je serais tenté de dire seulement 3 serveurs. Donc si on essaie de rapprocher ça, alors c'est des chiffres qui me flattent, mais je me suis dit tiens, on va rapprocher ça de Google, des grands, histoire de voir si on tient la route. Donc si vous prenez Google et cherchez un chiffre en millions par jour, il y a 5 millions de fois où les gens cliquent sur le +1 de Google par jour. Chez SFR, 11 millions d'authentifications. 600 requêtes secondes, là j'ai cherché un autre chiffre, je me suis arraché les cheveux. Donc si vous regardez sur les images Instagram,
que le nombre de fois où les gens font un likes dessus, il y en a 600 requêtes par seconde. Donc voilà, ça c'est pour avoir un ordre d'idée de chiffres. J'ai parlé du Remember Me dans le CAS. Donc dans le CAS, il y a un fonctionnement, on peut mettre en place le Remember Me. Chez SFR, on a mis notre propre Remember Me en place. Chez SFR, on a fait un certain nombre de customisations. Donc beaucoup de volume et beaucoup de fonctionnalités. Donc l'authentification transparente en 3G, c'est quand vous êtes sur votre smartphone, vous allez sur le site m.sfr.fr, si vous êtes en 3G, on ne vous demandera pas de vous authentifier. On sait qui vous êtes. Vous êtes automatiquement authentifié. On parle d'authentification transparente. Donc je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, mais peut-être sommes-nous la plus grosse installation en France. Page de login. Alors, j'avais dit que je parlerais des pages de login, c'est un élément important. Les pages de login, vous avez compris que c'est un élément de sécurité. Hein, vous êtes des techos, vous allez installer votre serveur CAS. La page de login, c'est sérieux. Si vous regardez le username, le login mot de passe, vous regardez l'input, autocomplete égale off, on ne peut pas récupérer les infos d'avant. Si vous regardez, il y a un token dans la page de login pour éviter qu'on puisse jouer l'authentification sans avoir appelé la page de login avant. Tout ça, ça s'affiche en HTTPS. Sécurité, sécurité. Donc ça c'est votre vision. Après, quand vous avez présenté ça à vos utilisateurs, vous avez présenté ça au market. Bon, ça va pas leur plaire, la toute première page que je vous ai montrée de CAS, bon ça c'est logique. Ils vont vous demander des adaptations graphiques. Ça c'est sûr. Dans CAS, on peut faire des adaptations graphiques à la notion de thème, au sens Spring MVC, la notion de thème. Vous voyez là, je vous ai mis quelques pages de login SFR, ça n'a pas suffi à nos utilisateurs. On est allé plus loin en fait. Toute la partie gauche, sur toutes les pages, est totalement customisable. Au niveau du pavé de login, tous les textes sont customisables. Donc ça va de plus en plus loin. Et puis après, il y a Yahoo. Là, on leur dit pas merci à Yahoo, hein. Avec leur page de pub sur tout le fond de page de login, nous a demandé la même chose en fait. Donc ce que je voulais vous dire sur les pages de login, c'est que c'est un élément de sécurité pour vous, Techos, mais qu'il va y avoir un gros enjeu business. Et chez nous, chez SFR, il y a un gros enjeu business sur ces pages. Comment mettre de la publicité, comment faire des pages jolies avec énormément de customisation. Donc la question, c'est sécurité versus marketing à équilibrer. Je vous ai parlé du stockage tout à l'heure. On est passé assez rapidement sur le stockage. Nous, on a essayé plusieurs choses CSFR pour le stockage. Il faut prendre en considération le contexte. Forte volumétrie, cluster de 3 serveurs CAS. Donc on a commencé par la base de données. Donc c'est une solution qui nous paraissait bien parce qu'on avait déjà du Oracle. Donc on a commencé avec la base de données. Donc écriture, lecture des services tickets et des CAS TGC, tout ça marchait très très bien, pas de souci. Sauf que, comme on crée énormément d'accès aux applications, quand on a beaucoup de volumétrie, il y a un moment, il y a un batch qui passe et qui nettoie tous les accès, tous les services tickets qui traînent dans la base de données. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui marche pas super bien avec les bases de données. Donc on a des problèmes de lock. Donc on a des problèmes de performance. Donc on a abandonné la base de données. On est passé sur du EH cache. Donc là, EH cache, ça c'est bien. Sur un cluster, en RMI, ça c'est tout simple. Hein. À configurer, ça marche tout seul. Et puis c'était assez performant. Assez performant, mais quand même on s'est aperçu quand on a regardé un peu la consommation réseau et la consommation mémoire et consommation CPU que c'était quand même assez gourmand. Donc là on s'est dit bon on va laisser tomber EH cache, on va passer à autre chose. Donc on est passé à Memcached. Donc là Memcached c'est pas que Memcached en fait. Une des problématiques qu'il y avait dans EH cache, c'est que les objets pour communiquer entre les clusters sont sérialisés en Java. Donc sérialisation Java de base. Ça marche pas très bien. Donc là, en fait, quand je parle de Memcached, et donc ça c'est out of the box, mais les trois sont out of the box dans CAS, mais dans la version 3.5.0, une des dernières versions, c'est Memcached plus Cryo. Cryo, c'est un serializer Java. Donc à partir de ce moment-là, en fait, les objets sont sérialisés par Cryo, donc 5 fois plus rapide, 5 fois plus short en taille de sérialisation que la sérialisation Java de base. À partir de ce moment-là, avec les serveurs Memcached, on a à peu près diminué par 3 la consommation réseau et par 2 le CPU. Donc Memcached, très performant. Pas forcément à utiliser partout, mais très performant. Alors, une des dernières choses que je voulais vous dire, c'est double identité SFR et Facebook. Alors là, vous allez dire, il revient, il m'a parlé tout à l'heure de OAuth. C'est vrai que j'ai parlé de OAuth tout à l'heure. Donc OAuth, il y avait Facebook. Et tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est sur la page de login, soit on s'authentifie sur CAS, soit on s'authentifie sur Facebook. Donc c'est où? Chez SFR, on a voulu aller plus loin. On a voulu faire et.
Ouais, ça c'est. Donc il y a un site qui s'appelle livepass.sfr.fr, il y a une petite copie d'écran. C'est le site de fidélité pour les clients SFR. Donc vous allez là-dessus et puis vous avez accès à des places de concert qui ne sont plus disponibles dans le commerce. Hein. Il n'y a pas longtemps c'était Rihanna. Donc ça c'est pour les clients SFR. Donc il faut s'authentifier SFR. Donc il faut s'authentifier sur le CAS SFR. Sauf que le market voulait aller plus loin. Hein, le market toujours, offrir une expérience cliente innovante basée sur Facebook. C'est bien, ils peuvent réutiliser le speech pour un autre projet. Donc là, leur idée, c'était en plus, est-ce qu'on pourrait pas récupérer les informations Facebook? Donc là, on est dans le « et ». On veut faire SFR et Facebook. Donc ce que ça nous a amené à une chose, c'est que pour pouvoir faire ça, il a fallu être capable de rapprocher les deux identités, SFR et Facebook. Donc c'est ce qu'on voit sur la copie d'écran, il y a un petit « se connecter ». Donc là, je suis authentifié SFR, et il y a un petit « se connecter ». En fait, si je clique sur se connecter, on va me demander mon identité Facebook, et l'identité Facebook est rapprochée de l'identité SFR. Et après, ça me donne deux cinématiques intéressantes. Quand je m'authentifie SFR, j'essaye de voir si je peux m'authentifier Facebook, il y a une détection JavaScript pour faire ça, et on essaye d'authentifier Facebook, donc je me retrouverai potentiellement authentifié SFR plus Facebook dans LivePass, ou dans l'autre sens, je suis seulement authentifié Facebook, je récupère l'identité Facebook, je la rapproche de l'identité SFR qui a été mise en place, et à ce moment-là, je suis authentifié à la fois Facebook et SFR dans l'application livepass.sfr.fr. Donc là, vraiment, la prouesse, elle est autour de rapprocher les deux identités. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, c'est parfait, je m'étais dit 5 minutes de questions. Donc, conclusion, CAS est un projet open source actif, donc ça, ne me croyez pas sous parole, allez voir les mailing lists. J'espère vous avoir démontré que c'était simple, que c'était performant, très riche en fonctionnalités, et que ça s'intégrait avec beaucoup de choses, aussi bien des outils que des protocoles. Donc voilà, j'attends vos questions et je vous ai mis les URL pour ce que j'appelle bien commencer. Donc l'URL du site CAS sur JASIG, les wikis et les sources CAS sur GitHub. Allô, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation d'abord. Je me présente, donc je travaille sur un projet avec des applis mobiles mais en client lourd, typiquement Android et sur iPhone aussi. Et on voudrait faire de l'authentification vers les serveurs, mais du coup, si je comprends bien, pour faire l'authentification avec CAS, il y a un cookies. Donc qui dit cookies dit browser. Là, on est dans une problématique de client lourd. Est-ce que c'est possible ? Donc en effet, CAS c'est orienté navigation web, c'est-à-dire qu'en effet le cookie va porter l'identité de la personne. Par contre, il y a un moment où je l'ai dit, il y a une API REST. Donc si on a un client lourd, on peut interroger cette API REST et récupérer ce cookie, mais pas sous forme de cookie. Et à ce moment-là, on récupérer autant d'accès qu'on veut pour accéder aux applications. Donc à partir d'un client lourd, il est tout à fait possible de s'authentifier sur un serveur CAS. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ce qu'en fait, ça marche sur la forme d'un redirect vers le serveur CAS. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent justement d'insérer une iframe ou chose comme ça dans l'application elle-même pour pouvoir faire tout intégrer? Et pourquoi c'est pas utilisé pour SFR? Alors, j'en ai pas parlé, mais ça va rejoindre la réponse que je vais faire. Il n'y a pas out of the box la possibilité d'avoir, en effet, c'est une demande qui arrive souvent au niveau market, d'avoir des petites, des espèces de layers ou de mettre la page de login dans une autre page. Nous, on a été obligé de développer une solution custom pour ça. C'est pas out of the box dans le CAS. Oui, moi j'ai une question, c'est concernant la gestion des utilisateurs, parce que là on n'a pas vu l'aspect un petit peu déjà création de l'utilisateur. Et d'autre part, est-ce qu'on a des choses associées à l'utilisateur, des droits d'accès, des informations qui seraient centrales et ce genre de choses? Alors ça c'est pas adressé, enfin la partie gestion des utilisateurs, création des groupes, attribution des rôles, c'est pas adressé par le serveur CAS. Ça c'est un autre outil qui devrait vous permettre de créer votre annuaire LDAP par exemple. Après le serveur CAS, je suis passé rapidement dessus, mais quand on s'authentifie, on va valider le login mot de passe, mais on va aussi récupérer le profil. Donc ça, c'est à définir comment on le récupère, mais on va aussi récupérer le profil de l'utilisateur. Donc en particulier les groupes dont il est membre, les rôles, tout un tas de choses comme ça, qu'on va être capable de renvoyer à l'application. C'est l'application par rapport à ces informations, des attributs, qui va pouvoir gérer les autorisations.
Pourquoi tu dis que l'intégration de CAS au niveau du serveur doit être le dernier recours? Ah, tu parles sûrement par rapport tu parles de client CAS plutôt? Enfin, c'est assez simple en fait. Quand tu es développeur, tu fais du Java ou tu fais du .NET ou du PHP, toi tu as envie d'utiliser une librairie dans ton langage. Donc l'idéal c'est d'utiliser un client CAS que tu embarques dans ton application, donc qui est écrit dans ton langage, donc avec tes spécificités en Java, c'est des filtres, c'est des choses qui te parlent. Ou en Spring Security, bah, tu as tous les concepts Spring Security. Si tu peux pas faire ça, tu vas être obligé d'installer quelque chose en amont. Donc tu vas être obligé de configurer ton Tomcat, donc alors peut-être tu n'y as pas accès, tu vas être obligé de mettre en place un reverse proxy Apache. Peut-être que tu n'as pas envie de faire ça sur ta machine de dev, et peut-être qu'en prod, finalement, c'est les ops qui ont seulement le droit de faire ça. Donc c'est moins facile. C'est mieux d'avoir la force des clients CAS, c'est d'être dans la techno des applications. C'est que la sécurité, elle est portée par le client CAS, elle porte en même temps, elle est portée dans l'application. Donc c'est plus simple et c'est dans ta techno. Aujourd'hui, pour définir les services auxquels on a droit, c'est assez succinct et assez basique. J'avais vu qu'il y avait la volonté de séparer ça, de le mettre dans une appli à part. C'en est où? Et quelque chose qui serait un peu plus puissant que juste une URL et définir 3-4 choses. Alors, c'est plus puissant que ça, parce que en fait, je suis pas revenu sur l'écran. Bon, sur l'écran qui n'était pas très joli là, mais on voit bien qu'il y a l'URL, mais il y a un certain nombre de paramètres que j'ai pas détaillés parce que c'est un petit peu trop compliqué. Donc on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut dire donc est-ce que le service est activé ou pas, est-ce qu'il a le droit de proxifier, est-ce qu'il participe. Donc il y a tout un tas de paramètres, son ordre de prise en compte. Donc à date, dans la version 3.5.2, la dernière, le back-office est intégré dans le serveur CAS. Ce qui peut poser des soucis, en effet, et ce qui n'a pas tellement de sens si on fait du clustering de serveur CAS. Donc dans la version 4.0, celle qui devrait sortir, on va dire T2 2013, dans cette version 4.0, le back-office est sorti. Et nous, chez SFR, par exemple, on a créé notre propre back-office. Pas parce que les fonctionnalités dans le CAS ne nous suffisaient pas, mais parce que d'un point de vue esthétique et visuel, on avait envie de quelque chose d'autre, quoi. On avait déjà d'autres back-office, donc on l'a fait dans cette mouvance. Merci. Merci à tous.